Yo les trashers, dites, vous n'en avez pas un peu marre de sauver le monde, de tuer les seigneurs du mal, de purifier des trucs, bref d'être le gentil de l'histoire? Parce que bon, le jeu vidéo a beau évoluer d'année en année sur presque tous les plans, les scénarios restent souvent plutôt basiques. Vous êtes gentil, vous devez tuer les méchants. Aujourd'hui on passe de l'autre côté et on va aller voir ce que ça fait d'être le bâtard de l'histoire. Vous avez toujours rêvé d'être un chevalier noir ou un seigneur Sith? Alors installez-vous bien, j'ai ça en stock. L'idée c'est de vous présenter 6 bons jeux qui brisent avec les codes habituels des scénarios de jeux vidéo sans spoiler leur trame principale, histoire de vous donner envie d'y jouer. Vous me direz à la fin si le pari est réussi, c'est parti. Star Wars, le pouvoir de la force. Alors ici, ça commence fort. Premier niveau du jeu, vous incarnez carrément Dark Vador, qui, entre l'épisode 3 et 4, traque les derniers Jedi à travers la galaxie. On suit donc sur Kashyyyk, la planète des Wookiees, où il sait qu'un chevalier Jedi se cache, Kento Marek. On avance en exterminant des hordes de Wookiees qu'on défonce sans aucun mal pour finalement arriver à la hutte du Jedi. Le combat tourne court, Dark Vador est clairement à un autre level, mais au moment de donner le coup de grâce au mystérieux Jedi, son fils utilise la force pour s'emparer du sabre de Vador. Le seigneur Sith, très impressionné et convaincu du potentiel du gamin, va le prendre sous son aile et en faire son apprenti secret. Même l'empereur ne sera pas au courant de son existence. Après des années d'entraînement extrêmement difficiles, l'enfant obtient le nom de Starkiller et est envoyé aux quatre coins de la galaxie pour tuer moult maîtres Jedi. Et c'est plutôt kiffant de se retrouver dans la peau de ce Sith extrêmement puissant qui maîtrise la force d'une façon qu'on n'avait encore jamais vue. C'est aussi intéressant de voir une histoire du côté des méchants pour voir que finalement, ils sont pas toujours juste méchants, alors que Star Wars est connu pour son côté très manichéen, faut bien l'avouer. Mais je veux rien vous spoiler, allez jouer au jeu, il est très cool. Assassin's Creed Rogue. Alors là, c'est un peu moins évident que vous êtes le méchant, car la série a toujours voulu rendre ambiguë la distinction entre le bien et le mal, et ce, depuis le premier épisode, avec les fameuses révélations quand on tuait nos cibles. Mais bon, dans 14 des 15 jeux de la licence, vous incarnez des assassins qui défendent la liberté d'expression, la liberté de penser, et le libre arbitre en général, contre les Templiers qui veulent juste contrôler la population et lui imposer une seule façon de penser. On se demande qui les jeux veulent faire passer pour les méchants. Bref, dans Rogue, vous incarnez Sheik Cormac, ancien assassin reconverti templier après un cataclysme à Lisbonne qui a tué des milliers d'innocents et qu'il considère être de la faute de ses supérieurs. Ouais, Assassin's Creed a toujours eu un pied dans le fantastique. Pour la première fois dans la série, notre mission sera donc de combattre les assassins. On retrouvera dans l'aventure plusieurs têtes connues comme Adewale, le second d'Edward Kenway dans Assassin's Creed 4 ou encore Achille, mentor de Connor dans l'épisode 3. Rogue est donc l'épisode qui cimente Assassin's Creed 3, 4 et Unity en narrant pas mal de zones d'ombre sur ce qui se passe entre ces épisodes. La série Overlord, dans laquelle vous incarnez un boss final et son armée de serviteurs. Alors que ce soit dit tout de suite, le ton des jeux est clairement décalé et toujours tourné vers la rigolade. Dans le premier épisode, vous êtes donc l'Overlord, un avatar du mal réveillé par ses serviteurs un beau matin qui lui disent que l'ancien boss final a été battu par 7 aventuriers. C'est maintenant à vous de prendre sa place. 2 objectifs donc, reconstruire votre tour du chaos qui a été défoncé par ces aventuriers, et les traquer jusqu'au dernier pour montrer au monde votre puissance. Un scénario qui semble très linéaire, mais il y a quelques subtilités, surtout au niveau de la fin, enfin des fins, parce qu'il y en a plusieurs selon ce que vous avez fait pendant le jeu, je vous laisse la surprise. Dans l'épisode 2, vous incarnez le fils de l'Overlord du 1, alors que vous êtes retranché dans un village de montagne depuis tout petit et que les habitants vous craignent, l'Empire, qui cherche à s'étendre, attaque le bled. La population tente de vous offrir à l'ennemi pour garantir sa sécurité, et à partir de là, les événements s'enchaînent. Vous retrouvez les fameux gobelins serviteurs et devez à nouveau réparer une tour. Mais dans ce jeu, l'ennemi sera, vous l'aurez deviné, ce fameux Empire. Final Fantasy IV, dans lequel on incarne le chevalier noir Cécile, le chef des Ailes Rouges, la division d'aéronefs de l'Empire Baron, qui contrôle la majeure partie du territoire exploré. Les fameux cristaux propres à la série ont une fois de plus une importance bien particulière. En effet, on prend le contrôle de Cécile au moment où il revient d'une mission au village de Mysidia, donc comprendre par mission, mettre le village à feu et à sang et voler le cristal de l'eau à ses habitants. Cécile est ébranlée par ce qu'il vient de faire et commence à se questionner sur son rôle au sein de l'armée impériale. Il fait part de ses doutes au roi qui lui enlève son titre de capitaine pour insubordination. Pour retrouver son honneur et sa place dans l'armée, il ne lui reste qu'une possibilité, accepter une nouvelle mission pour son roi et se rendre au village de Myst. Mais arrivé sur place, vous vous rendez compte que le roi s'est servi de vous. Un anneau qu'il vous avait donné avant votre départ s'active, détruit le village et tue tous ses habitants, sauf une petite fille au grand pouvoir. Cécile en est maintenant convaincu, il va déserter et former une alliance contre cet empire qu'il ne veut plus servir. Et même s'il tourne du côté du bien, son armure et son épée lui rappelleront pendant une longue partie du jeu les souffrances dont il est la cause. Et les PNJ ne manqueront pas de lui rappeler que malgré son changement de côté, il n'est pas exempt de tout reproche.
Fire Emblem Fates dans sa version Conquest. Car ouais, la grosse nouveauté avec cet épisode, c'était qu'il sortait en 2 versions, à la Pokémon. Sauf que les différences étaient bien plus marquées. On a donc eu la version Héritage où l'on joue pour le royaume d'Oshido, des genres de ninjas pacifiques cherchant à faire prospérer leur terre sans empiéter sur les autres, et la version Conquête donc, où l'on est avec l'ennemi, le royaume de Nord, qui cherche à s'étendre et à imposer sa domination sur Oshido. Ce qui est intéressant, c'est que Corrin, le personnage principal, est né dans la famille royale d'Oshido, mais a grandi dans la famille royale de Nord, enlevée par ce pays dès son plus jeune âge. Son sang appartient donc à une terre, mais elle a grandi dans une autre. Tout au long du jeu, on ressentira ce tiraillement dans la tête de Corrin, qui se demande si elle a fait les bons choix. Donc comme je l'ai dit, dans la version Conquête, c'est pour Nord que vous combattez. Vous allez devoir mener des batailles contre votre pays d'origine, tuer des compatriotes, bref, courber l'échine devant votre roi et obéir à ses terribles ordres. Et j'ajouterais qu'il s'agit à mon avis de la version la plus intéressante de l'histoire, parce que bon, jouer du côté des gentils, on a l'habitude dans Fire Emblem. Mais là, se placer du côté des méchants envahisseurs nous met en face de problématiques qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de voir dans un jeu Nintendo. La mort, le chagrin, le doute font partie du quotidien, et en plus, la difficulté est au rendez-vous. Si vous aimez les tactical RPG, n'hésitez pas une seconde et foncez dessus. Worlds will burn. StarCraft 2, Hearts of the Swarm, la deuxième partie de la trilogie qui forme l'histoire de StarCraft 2. Là où dans Wings of Liberty et Legacy of the Void on contrôle respectivement les Terrans et les Protoss, dans Hearts of the Swarm on est aux commandes des Zerg, des créatures cherchant la domination de la galaxie par l'assimilation de toutes les autres espèces dans leur immense essaim. De nombreux types de Zerg existent donc, correspondant à tout un tas de créatures assimilées. Le personnage principal est Sarah Kerrigan, ancienne Terran assassin d'élite, membre des Ghosts, possédant de très puissants pouvoirs psychiques. Elle est capturée en mission et infectée par les Zerg qui en font leur nouvelle dirigeante. Elle prend alors l'apparence sous laquelle on la connaît bien et le célèbre surnom de Reine des Lames. Durant l'aventure, on prendra donc part à de nombreux raids Zerg sur des forces Terran ou Protoss, mais c'est pas juste de la destruction pour de la destruction. Il y a une affaire de vengeance là derrière et on apprendra entre autres que les Terrans sont pas tous très nets non plus. Il n'empêche qu'habituellement c'est bien les Zerg que l'on dépeint comme les ennemis à abattre dans l'univers de StarCraft. On parle de l'invasion Zerg et ils ont toutes les caractéristiques de la race extraterrestre parasite de base, faible mais extrêmement nombreux, vivant dans un nid en constante évolution, etc. Alors, vous en pensez quoi? Vous avez envie d'essayer d'être le méchant? Croyez-moi, c'est plutôt sympa de voir ce qui se passe du côté des bad guys, et surtout comment ils vivent leurs conditions. C'est jamais juste des connards et ça remet peut-être un peu en cause la vision qu'on a de nos adversaires dans les jeux plus classiques. Ils ont sûrement tous une très bonne raison d'agir comme ils le font finalement. Du coup, si vous avez d'autres jeux où on est un bâtard à proposer, je suis preneur. Parce que finalement, il y en a pas tant que ça. Et venez pas me dire GTA, merci, oui, tout le monde connaît. Allez les gens, je vous dis à la prochaine, ciao.